agent de sécurité est victime d'une tentative de meurtre à Montréal. Un incendie criminel aurait pu avoir des conséquences dramatiques la nuit dernière. Et Cleveland est à une victoire des séries mondiales. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une tentative de meurtre a eu lieu en fin d'après-midi au centre-ville de Montréal. Un agent de sécurité a été atteint d'au moins un projectile d'arme à feu à la suite d'un vol à l'étalage. L'incident s'est produit devant le magasin Labbé sur le boulevard de Maisonneuve. L'agent tentait d'arrêter un couple qui venait de voler de la marchandise. L'homme aurait alors sorti son arme et fait feu en direction de l'agent qui a été blessé au tibia. Les deux suspects ont pris la fuite. Un peu plus tôt, sur la rue Laurier-Est, un policier a été légèrement blessé cet après-midi au cours de son intervention dans un conflit de famille. Il a fait une chute en voulant séparer les 4 membres de la même famille qui ont d'ailleurs ensuite été arrêtés. Les accusations de voies de fait et d'entrave au travail d'un policier devraient être portées contre elle. Dans le nord de Montréal, un incendie criminel a forcé l'évacuation de tous les locataires d'un immeuble de 200 logements la nuit dernière. Les occupants ont dû attendre l'arrivée des pompiers avant de pouvoir sortir sur les balcons. Les sorties d'urgence étaient verrouillées et le système d'alarme n'aurait pas fonctionné. Les locataires ont été évacués un à un du haut de leur balcon par les pompiers sur les 6 étages de l'édifice situé au 10 200 de la rue Bois-de-Boulogne. Des locataires qui ont pourtant tenté de s'échapper avant l'arrivée des pompiers, mais sans succès. J'ai essayé à descendre, j'étais pas capable. Même l'escalier, c'était des fumées pleines. Même l'ascenseur, quand j'ai ouvert, il a sorti des fumées au étage. Et puis j'ai réveillé les voisins. Et puis en même temps, j'ai essayé à casser l'alarme, mais il n'a pas fonctionné. Quand je me suis fait réveiller par des cris, je suis allé dans le corridor, j'ai tiré sur la poignée du système d'alarme, puis c'est rien passé. Là, j'ai pris panique. J'ai essayé de sortir par le toit en haut, mais la porte qui donne sur le toit est barrée avec un cadenas. C'était assez dangereux, oui. Puis il y avait des portes, comme tu vois la porte là-bas, une porte de sortie d'urgence, il y a un cadenas dessus que les pompiers ont défoncé. Donc le monde ne pouvait pas sortir par là non plus. Et étant donné tous ceux qui sont sur ce côté-là du bloc, la seule sortie d'urgence, c'était par là. Le feu aurait pris naissance ici, vers 3h45, dans un fauteuil de l'entrée principale, tout juste à côté de l'appartement de cette dame. Ça faisait pouf pouf. J'ai dit, dis-moi donc, mon Dieu, ce que j'ai pensé. J'ai dit, mon Dieu, les racks machines sont rendues ici, puis ça saute. Ça sautait, ça veut la vitre. Le feu n'a fait aucun blessé, mais la fumée a incommodé plusieurs personnes. Elle a été la première à contacter les pompiers. Puis là, en ouvrant la porte, elle a respiré. Puis elle a été comme oubliée temporairement pendant que les pompiers éteignent le feu. Avez-vous entendu un système d'alarme, vous? Non, aucun. Là. Monsieur Jean-Michel Bourget, que les pompiers ont cueilli sur son balcon du 6e étage, avait déjà fait ses boîtes ce matin. Plus question d'habiter là. C'est vrai, OK. Monsieur Bourget, les commentaires. Ça. Je vais être obligé de tout faire nettoyer ça. Puis je m'en vais pour ça. Le propriétaire de l'édifice, qui a refusé de nous accorder une entrevue, a maintenu de son côté que son système d'alarme fonctionnait. Les enquêteurs du service d'incendie ont ouvert une enquête, mais déjà certains locataires laissaient entendre qu'ils n'attendraient pas leur verdict. Mais là, je déménage. Il n'est pas question que je reste ici. On va casser le bail puis je sors d'ici. C'est très dangereux. Benoît Tranche-Montagne, Le Grand Journal. Ici Catherine Lafrance. Tous les jours, à compter de lundi, nous vous présenterons une série de reportages sur le référendum vu par les gens de la rue, les enjeux montréalais. Au Grand Journal, 12h30, 17h, 22h30. À ne pas manquer. Les beautés mobiles n'ont attiré que 200 000 visiteurs au Musée des Beaux-Arts. Le musée va mettre 5 ans pour éponger le déficit record de 2 300 000 $ qui a entraîné l'exposition la plus controversée de l'été. Tassés comme des sardines en cette dernière journée des paradis perdus et des beautés mobiles, alors que les visiteurs ont déserté le Musée des Beaux-Arts tout l'été. Pour la beauté mobile, c'est 200 000 visiteurs à la fin de la journée. Et pour l'Europe symboliste, à peu près 100 000. Donc, on devrait arriver à 300 000 pour les 2 expositions. On est quand même loin du demi-million de visiteurs qui ont vu Picasso, des 700 000 qui se sont déplacés pour Ramsès II et des 450 000 qu'a attiré Léonard de Vinci. La formule des méga-expositions mérite-t-elle reconsidération?
est évident que dans les prochaines années, les 2-3 prochaines années, nous planifions des expositions importantes, mais évidemment de moins grande ambition, de moins grande envergure. Les amateurs d'art se posent des questions sur le peu d'enthousiasme qu'ont soulevé ces deux expositions de 3 millions de dollars chacune. J'avais fait ça pendant l'été. Alors, à ce moment-là, peut-être le moment de l'expo était peut-être mal choisi. Ça n'a pas attiré le monde parce que ça coûte 12 $ l'entrée. Pour ici, je sais pas. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a peut-être l'effet de la température aussi cet été qui a fait en sorte que les gens se sont peut-être moins enfermés dans les musées. Pour cette exposition-ci, j'avoue que je comprends pas parce que c'est une exposition très importante. On disait qu'il n'y a pas eu d'exposition aussi importante sur le symbolisme depuis une vingtaine d'années. Demi-succès, demi-échec, le déficit, lui, ne donne pas dans la demi-mesure. Il pourrait atteindre 2 300 000 $. Vous savez, sur un budget de 21 millions de dollars par année, ça ne représente pas une part extraordinaire du budget. Il s'agit simplement de faire plus attention à nos dépenses. Le directeur du Musée des Beaux-Arts pense même pouvoir réaliser des compressions de 900 000 $ sur la masse salariale sans procéder à des mises à pied, ce qui laisse les employés bien perplexes. Gilles Choquette, Le Grand Journal. Dès demain, les 4 500 travailleurs en grève de chez Alcan, dont les 191 de Beauharnois, devraient se prononcer sur l'entente de principe qui est intervenue hier soir entre les parties syndicales et patronales. Plus de 80 représentants syndicaux se sont réunis aujourd'hui à Chicoutimi pour étudier les termes de l'entente dont le contenu n'a pas été divulgué. Le conflit qui dure depuis presque 10 jours porte essentiellement sur les salaires et la réorganisation du travail. Puisqu'il est question de syndicats et d'entreprises, cette semaine du 15 octobre a été désignée Semaine de la santé et de la sécurité au travail. Et cette année, le thème choisi est celui de la prévention, un domaine où il reste encore beaucoup à faire. Le secteur de la construction est le second secteur à risque en importance après celui des forêts. Dans ce secteur-là, il n'y a toujours pas de représentant en prévention sur les chantiers de construction. En ce moment, la tâche de représentant en prévention incombe aux délégués syndicaux. Beaucoup de progrès. Au cours des années, il y a toujours une amélioration à avoir, c'est sûr, c'est normal. Mais jusqu'à présent, je trouve que les règles de sécurité, on n'a jamais assez de ça. À la Commission de la santé et sécurité au travail, on reconnaît qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine de la prévention. La prévention a toujours été présente à la CSST, mais compte tenu des problèmes des dernières années au niveau des coûts et au niveau du retour au travail, nous avions mis plus le focus sur le retour au travail, la réadaptation qu'au niveau de la prévention. Le problème, c'est une dette de près de 3 milliards de dollars, dont la plus grande partie a été accumulée de 1990 à 1993. La Commission de la santé et sécurité au travail a dû faire des choix. La prévention n'était pas son premier choix. Autre aspect crucial dans le secteur de la prévention, l'inspection. Tout le système d'inspection doit être revu, doit être amélioré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque d'inspecteurs? Ça veut dire avoir plus d'inspecteurs, faire des interventions où les employeurs vont savoir que l'inspecteur va leur donner des contraventions s'ils ne corrigent pas des situations. Il n'y a pas juste des avis. Par exemple, dit Serge Trudel, dans le cas où des employeurs, comme dans le domaine de la construction, ne veulent pas régler les problèmes, il faudrait envisager la méthode forte. Vous savez, ici, il fallait regarder dans chacune des entreprises, puis être présent partout pour s'assurer que tout fonctionne. Eh bien, il faudrait multiplier par 4, par 5 le nombre de personnes, ce qui est impossible. Résultat, la loi n'est en vigueur que pour une partie des travailleurs, 1 sur 4. En 1994, 130 travailleurs ont perdu la vie des suites d'un accident ou d'une maladie professionnelle. La même année, 136 000 autres ont profité de jours d'indemnisation. En tout, on parle de 12 700 000 jours d'indemnisation. Ça représente en moyenne 100 jours par travailleur par année. Note totale, 1 200 millions de dollars. On souhaite réduire graduellement la durée d'absentéisme et par conséquent la note, mais ceci dans le respect des travailleurs. Daniel Joannette, Le Grand Journal. Campagne référendaire, les tenants du oui ont organisé un défilé de voitures dans les rues de Montréal aujourd'hui. Le cortège d'une centaine de véhicules est parti du parc Père-Marquette ce matin pour ensuite emprunter plusieurs grandes artères, dont les rues Saint-Laurent et Ontario, avant de revenir à son point de départ. Parallèlement, le camp du oui a consacré sa journée à solliciter le vote des femmes qui sont traditionnellement plus modérées face à la souveraineté. Lucien Bouchard s'est dit confiant que celles qui ont porté le Québec sur leurs épaules sauront faire le bon choix pour l'avenir du Québec.
Du côté du camp du non, le chef libéral Daniel Johnson a affirmé que de choisir le non, c'est de faire le bilan du fédéralisme canadien et de renouveler l'appartenance au grand ensemble qu'est le Canada. Il s'est dit préoccupé par l'avenir du français et la reconnaissance de la société distincte. M. Johnson n'a toujours pas l'intention de dévoiler une position constitutionnelle avant le référendum. Il estime qu'advenant un non, la porte sera ouverte à de nouveaux aménagements du fédéralisme. Par ailleurs, il dit toujours vouloir affronter Jacques Parizeau dans le cadre d'un débat télévisé, mais se dit aussi prêt à affronter Lucien Bouchard. Au retour, Stéphane Grondin passe en revue les matchs de la LNH. Une nouvelle génération de grands magasins habille maintenant le Québec. L'Aubainerie. Vous y trouverez tout pour la famille. Une grande variété de modèles, de couleurs et de styles. Grâce à son pouvoir d'achat supérieur, vous êtes sûr de profiter au maximum du mot aubaine, puisqu'il est à l'origine d'une chaîne de grands magasins. L'Aubainerie. Là où le choix, la qualité et les prix défient l'imagination et renversent les tendances du marché. Retenez bien ce nom. L'Aubainerie. Une entreprise de chez nous qui ne craint pas la compétition. Et vous, CF Câble TV a une offre à vous faire. 50% de rabais sur les frais d'installation du câble. 35 beaux dollars qui resteront bien à l'abri dans votre poche. Et avec Télémax, vous obtenez ce qu'il y a de mieux à la télévision. Tous les canaux français et les meilleurs canaux anglais. En plus, vous pourriez même gagner un mois gratuit de télévision payante. Alors, ne laissez pas filer cette occasion entre vos doigts. Composez dès maintenant le 277-3777. Gilles, faut que je te parle. Je savais que je te retrouverais dans la télé. La question des pneus, cette fois-ci, je m'en occupe. J'ai décidé de faire confiance à Dunlop et son nouveau Graspic. Graspic. Lui, il glisse pas, même sur la glace. Votre résidence à Gilles, là. Tu vois, l'important, c'est la surface du contact au sol. Faut que ça grippe. Puis ça, c'est l'ouvrage de Dunlop et son fameux Graspic. Fait que tu peux rester dans ton fauteuil. La question des pneus, cette fois-ci, je m'en charge. On roule avec Dunlop et son Graspic. Dunlop, la passion du futur. C'est correct, mon Gilles? Votre nettoyeur Châtel vous offre un service rapide et ponctuel d'une qualité supérieure. Le nettoyage à sec s'effectue par des professionnels soucieux d'offrir un service personnalisé. Et ce n'est pas tout. Apportez vos vêtements chez Châtel et courez la chance de gagner un des nombreux lave-vaisselle Jenner chez votre nettoyeur Châtel participant. Pour une qualité supérieure, c'est Châtel votre nettoyeur. Plus de 80 magasins pour vous servir. J'ai une mission, la passion. La passion de ceux et celles qui font du bien autour d'eux, qui font de grandes choses. On va prendre le temps de les connaître et de leur rendre hommage passionnément. Ce lundi à Flash, tout un extravaganza de lancement pour vous. Celui d'Edith Butler. On se rend aussi à Louisville, Kentucky pour celui de Art Rouge. Et le lancement d'un livre sur les gardiens de but. J'espère qu'ils ne vont pas les arrêter. Arrêter quoi? Ben, les lancements. Les gardiens de but. Bonsoir, mesdames et messieurs. Débutons par le baseball. Une seule finale de championnat n'est pas complétée au baseball majeur, celle de la Ligue américaine. Les Mariners et les Indiens sont nez à nez après 4 parties et se disputent l'important 5e match de cette série 4-7. Les Indians frappent tôt dans le match. Ce simple d'Eddie Murray dans la droite permet à Omar Vizquel d'inscrire le premier point des siens à la première. Les Mariners créent l'égalité en 3e manche. Posté au 2e, Joey Cora profite du double de Ken Griffey le long de la ligne du 3e pour venir marquer. C'est 1-1. Le tandem Cora-Griffey-Fils fait encore mal aux Indiens à la 5e. Cette fois, Griffey reçoit un petit cadeau d'Albert Bell qui échappe ce faible ballon. Cora en profite pour s'amener à la plaque. Seattle mène 2-1. En 6e, Eddie Murray est au 2e lorsque Jim Thome fait face à Chris Bosio. Un 3e pour Thome en série, c'est 3-2 Cleveland. Puis en 9e, José Mesa fait face à Edgar Martinez avec 2 retraits. Martinez retrousse la balle très loin au centre, mais Lofton la capte et Cleveland résiste aux Mariners. Orel Hershiser a mérité une 3e victoire et une 7e consécutive en série de fin de saison. Il a accordé 5 coups sûrs et 2 points mérités en 6 manches lancées, en plus de retirer 8 frappeurs sur des prises. Alors les Indiens mènent maintenant la série 3-2. Les Mariners feront face à l'élimination mardi
alors que nous serons de retour au Kingdome de Seattle. Au hockey, le Canadien ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Le tricolore disputera son prochain match vendredi. Après une 4e défaite consécutive, les joueurs ont déclaré qu'ils allaient utiliser cette semaine d'inactivité pour se regrouper et construire sur des éléments positifs. Écoute, il faut continuer à travailler comme on travaille là. Je veux dire, on a gagné la 3e période ce soir. Je ne sais pas si on peut construire alentour de ça, mais écoute, le peu là, de positif qui ressort, là, il faut l'utiliser. Le Canadien croisera le fer contre Kirk Muller et les Islanders vendredi. Cette partie sera présentée à notre antenne à compter de 19h30. Et c'est un dimanche soir passablement occupé dans la Ligue nationale de hockey. 14 équipes sont en uniforme. À Buffalo, on a droit à un duel de gardiens de but, alors que Dominik Hasek est opposé à Martin Brodeur des Devils. Une fois de plus, Martin Brodeur est impeccable devant le filet des Devils. En début de rencontre, il prive Pat Lafontaine d'un but en effectuant un arrêt incroyable du bout de la jambière. New Jersey prend les devants 2-0 après le but de Sergei Brilin. Stéphane Richer capte la longue passe de Jim Dowd et file seul devant Hasek, qu'il déjoue habilement. Les Sabres reviennent dans le match et créent l'égalité en 2e lorsque Rob Kahn surprend Martin Brodeur avec un tir du revers. Buffalo prendra même les devants seulement pour voir les Devils leur jouer un bien vilain tour. Début de Jim Dowd et Valérie Zelipoukine en fin de 2e période paveront la voie à une victoire du New Jersey. Et le New Jersey est toujours invaincu après 4 matchs cette saison. Stéphane Richer a récolté un but et une passe. Pat Lafontaine a été limité à une seule passe. En Floride, John Van Beesbrook et les Panthers attendent les Highlanders de pied ferme. Ils noircissent au tableau indicateur les premiers sur le premier but de la soirée et de la saison de Rob Niedermayer à la 8e minute de jeu. L'ancien capitaine montréalais Kirk Muller enfile son 3e but de la saison en première période. C'est un but typique de Muller, un genou à genoux devant le gardien, ça y est. Brett Lindros, lui, brasse la cage à tout ce qui bouge ce soir. Sa 2e victime de la soirée est Paul Laus. C'est Rob Niedermayer qui réussit le but vainqueur. Il se démarque de Lindros, quitte le coin, il revient devant le filet et c'est 4-3. 4e victoire consécutive pour les Panthers. Ils égalent un record d'équipe sous la gouverne de Mike Milbury. Toutefois, les Highlanders n'ont toujours aucune victoire en 4 matchs. À Winnipeg, Sergei Fedorov et les Red Wings rendent visite aux Jets. Les Jets mènent 2-1 lorsque Dallas Drake sert une tasse de café à Paul Coffey avant de décocher un tir foudroyant qui ne laisse aucune chance à Mike Vernon. Voici pourquoi Steve Yzerman est l'un des meilleurs manieurs de rondelles du circuit. Sur ce jeu, regardez de quelle façon il soulève le disque avant de tirer au but. En 3e, Keith Primeau réussit à créer l'égalité pour les Wings. Il déjoue le défenseur avant de tirer et c'est 4-4. Puis Sergei Fedorov marque le but le plus inusité de sa carrière. Remarquez la rondelle qui dévie sur le bâton du défenseur. 5-4 Détroit. Mais Igor Korolev a joué un vilain tour aux Wings en marquant le but égalisateur en 3e période. Timo Selané a récolté 2 passes. Et finalement, à Vancouver, Larry Robinson et les Kings s'en prennent aux Canucks. La première chance de marquer du match appartient à Trevor Linden. Byron Defoe jongle avec le disque, mais réussit à l'immobiliser à ses pieds. À la 9e minute de jeu, Yannick Perreault s'empare d'un retour de lancer de Rick Tocchet. Il va enfiler son 3e but de l'année et ce sera à ce moment 1-0 pour les Kings. La 2e période va débuter dans quelques instants. Les Kings sont toujours en avance. L'équipe de Larry Robinson est toujours invaincue cette saison. Et voyons ce qui s'est passé ailleurs dans le circuit Bettman. Maintenant, dans le circuit Courteau, affrontement entre les 2 pires formations de la division Robert Lebel cet après-midi à Saint-Hyacinthe, alors que le titan du Collège français de Laval rendait visite au Laser. Le Laser prend une avance de 3-1 dès les premiers instants du match. Pour terminer, le premier 20 sur une note tout aussi positive, Yann Vaillancourt porte la marque à 4-1 avec 18 secondes à jouer. Complètement déchaîné au dernier tiers, le Laser marque 2 buts rapides en moins de 2 minutes. Après le filet de Ronnie Valenti, Sacha Villon inscrit un 6e but de l'Enclave. C'est une 9e défaite en 12 matchs pour le Titan de Laval. Et maintenant, dépisteur pour les Blues de Saint-Louis, Peter Stachny était de passage au centre sportif LP Gaucher. Dans
dans ce niveau aussi, il faut apprendre. Je connais beaucoup de choses, mais il y a toujours quelque chose que je devrais apprendre. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. Espérons qu'un jour, je vais aider avec mon travail et mes expertises gagner la Coupe Stanley. Au football maintenant, 11 matchs sont au calendrier en ce dimanche. Aucune partie n'était présentée en soirée en raison du baseball. Alors à Indianapolis, on aura une idée de la force réelle des surprenants Colts puisqu'ils accueillent les 49ers de San Francisco. Avec 2 secondes à jouer en première demi, les 49ers sont incapables d'ajouter à leur avance d'1 point. Derek Loville est stoppé par Jason Belzer, 7-6 San Francisco. Les Colts entreprennent la deuxième demi de belle façon. Harbaugh complète une passe à Ken Dilger qui fonce jusque dans la zone payante. Les Colts mènent 12-7. Derek Loville se reprend un peu plus tard. Sa course de 4 verges donne les devants aux 49ers, c'est 14-12. 2 points séparent les deux équipes à la fin du 4e quart. Carrie Blanchard sème l'hystérie dans la foule avec un placement de 41 verges. Avec 50 secondes au tableau, Doug Bryan tente de donner la victoire aux siens, mais sa tentative de placement de 45 verges rate au grand plaisir des Colts. Une autre victoire surprise des Colts, c'est une 3e victoire d'affilée pour ces derniers qui connaissent leur meilleur début de saison depuis 1983. Steve Young a été blessé au dos pendant ce match. On n'en saura plus demain. À Kansas City, Drew Bledsoe est le quart partant pour les Patriots qui affrontent les Chiefs. Les Chiefs mènent par 3 au premier quart lorsque Bledsoe remet le ballon à Dave Meggett qui écarte l'officiel de son chemin. 7-3 Nouvelle-Angleterre. La défensive des Patriots s'écroule au second quart. Steve Bono feint la remise de Marcus Allen avant de rouler à sa droite et c'est 10-7. Puis le quart des Chiefs lance 2 passes de toucher en l'espace de 2 minutes. Celle de Tamarick Vanover complète cette poussée de 21 points. Tirant de l'arrière 31-19 au 4e quart, Drew Bledsoe lance une passe de 6 verges à Will Moore dans la zone début. C'est un premier touché pour Moore en carrière. C'est maintenant 31-26. Ce ne sera pas suffisant toutefois. Steve Bono, même s'il n'a complété que 16 de ses 40 passes, s'est fait complice de 2 touchés. C'est le meilleur début de saison des Chiefs depuis 1969. À San Diego, les barbecues sont à l'honneur avant tout affrontement Chargers-Cowboys. Ces 2-0 Chargers lorsqu'Emmitt Smith démontre pourquoi il est le meilleur demi-offensif de la NFL. Il se ferait un chemin jusque dans la zone payante. 7-2 Dallas. Smith revient en force au 2e quart lors d'un 3e jeu et les buts. Il inscrit son 13e majeur de la saison. Les Cowboys mènent par 12. Il faudra attendre au 3e quart avant de voir les Chargers inscrire un touché. Gail Gilbert remet à Ronnie Harmon qui s'échappe sur une distance de 48 verges. C'est 14-9 Dallas. Les Chargers étaient privés des services du quart arrière Stan Humphries, blessé à l'épaule droite. Avec ses 2 touchés, Emmitt Smith a devancé Tony Dorsett pour le plus grand nombre de touches en carrière à Dallas. Voici les autres résultats de la journée. Et c'était jour de fête aujourd'hui au baseball junior alors que se tenait le gala annuel de fin d'année de la Ligue de baseball Montréal Junior Elite. De nombreux joueurs, entraîneurs et dirigeants d'équipe ont été honorés au cours de ce gala. Parmi ceux-là, les Alouettes de Charlebourg, récipiendaires de la Coupe du Président. On a également fait mention d'exploits hors du commun. Par exemple, la partie parfaite d'Éric de Carufel des Aigles de Trois-Rivières. Sans oublier naturellement les 3 matchs sans points ni coup sûr de Yann Lachapelle des Cards de la Salle. Somme toute, ça a été une très belle saison pour la Ligue de baseball Montréal Junior Elite qui s'est complétée aujourd'hui et qu'on a suivi avec beaucoup de plaisir tout au cours de l'année Télévision 4 saisons. Merci et bon début de semaine, Merci Stéphane. à vous aussi. Merci. On aura d'ailleurs des conditions dignes de l'automne demain. Les détails après la pause. Avant de lancer un robinet, Moen lui fait subir 500 000 tests contre les fuites et les égouttements. Essayez donc de trouver un robinet plus fiable, peu importe comment vous le voyez. Moen,
On l'achète pour le style, on l'achète pour la vie. Le King défie toute compétition avec ses stores verticaux et horizontaux à des prix moins chers que les clubs et les entrepôts. Venez nous voir avant d'acheter vos verticaux. Ils sont à 3 pour le prix d'un. Les pleins jours, dentelles, cotons imprimés de la toute dernière mode vous sont offerts jusqu'à 70% d'escompte. Chez Le King, on fabrique et répare sur place les toiles de fenêtres verticaux et stores horizontaux. Quoi payer pour 3 quand Le King nous en donne 3 pour le prix d'un? Le King de la décoration à la balle au téléphone 942 King. Ce qu'il y a de si nouveau avec le nouveau désodorisant Speed Stick Clair, regardez ce gel. Il est moite et collant. Le mien est sec à l'application. Le nouveau Speed Stick Clair, c'est plus que clair, c'est clairement sec. Pour moi, c'est clair et sec. Une nouvelle génération de grands magasins habille maintenant le Québec. L'Aubainerie. Vous y trouverez tout pour la famille. Une grande variété de modèles, de couleurs et de styles. Grâce à son pouvoir d'achat supérieur, vous êtes sûr de profiter au maximum du mot aubaine, puisqu'il est à l'origine d'une chaîne de grands magasins. L'Aubainerie. Là où le choix, la qualité et les prix défient l'imagination et renversent les tendances du marché. Retenez bien ce nom. L'Aubainerie. Une entreprise de chez nous qui ne craint pas la compétition. C'est drôle, mais il y a des gens qui trouvent toujours de meilleures aubaines que vous. 220? Oh, j'ai acheté exactement le même pour 180. Si vous trouvez pas ça drôle, rendez-vous à Distribution Consommateur où vous avez les prix les plus bas chaque jour. Et si jamais vous trouvez un article annoncé à un prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5 68? C'est en solde où? Quel solde? À Distribution Consommateur, c'est le même bas prix tous les jours. Oui, les prix les plus bas chaque jour et la promesse du 5 D'accord, tout pour vous. Météo, une masse d'air froid issue de la baie James va affecter nos régions au cours des 2 prochains jours. Ce sera nuageux demain avec des éclaircies. Les probabilités d'averses vont varier de 30 à 40 %. Les régions du nord-ouest québécois vont même recevoir quelques centimètres de neige. Mardi, eh bien, on prévoit un dégagement dans l'ouest de la province. C'est ce qui complète cette édition du Grand Journal. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable semaine, mesdames, messieurs.